Installez-vous confortablement, là où vous vous trouvez en ce moment précis, et permettez à votre corps de trouver cette position parfaite qui l'invite au repos le plus profond. Sentez le poids de vos épaules qui s'abandonnent doucement contre la surface qui vous accueille, comme si chaque muscle, chaque fibre de votre être comprenait, enfin qu'il peut relâcher toute tension, toute vigilance inutile. Vos paupières deviennent lourdes, si lourdes qu'elles n'ont plus besoin de rester ouvertes sur le monde extérieur, car ce soir, c'est un voyage intérieur qui vous attend, un périple à travers le temps et l'espace, porté par le fil le plus doux que l'humanité ait jamais connu. Laissez votre respiration trouver son propre rythme, naturel et paisible, sans chercher à la contrôler, simplement en observant ce mouvement perpétuel qui vous maintient en vie, ce flux et ce reflux qui ressemblent au battement tranquille des vagues sur une rive lointaine. Chaque inspiration apporte avec elle une vague de calme qui se diffuse dans votre poitrine, dans vos bras, jusqu'au bout de vos doigts, et chaque expiration emporte avec elle les préoccupations du jour, les pensées qui tourbillonnaient dans votre esprit comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Imaginez maintenant que votre corps tout entier se transforme progressivement en soi, cette matière noble et précieuse dont nous allons explorer ensemble l'histoire millénaire. Vos jambes deviennent aussi souples et fluides que des rubans de satin, vos bras s'allègent comme des écharpes portées par la brise, et votre esprit s'apaise dans la douceur d'un tissu qui glisse entre des mains invisibles. Cette transformation se fait sans effort, naturellement, comme si vous aviez toujours été destiné à connaître cette légèreté, cette absence de poids qui caractérise l'état de relaxation profonde. Le temps lui-même semble ralentir autour de vous, chaque seconde s'étirant comme un fil que l'on déroule avec une infinie précaution. Vous n'êtes plus pressé d'aller nulle part, vous n'avez plus rien à accomplir, rien à prouver. Ce moment vous appartient entièrement, et il durera aussi longtemps que nécessaire pour que votre corps et votre esprit trouvent ce repos qu'ils méritent tant. Les bruits du monde extérieur deviennent lointains, assourdis, comme s'ils vous parvenaient à travers plusieurs couches de cette soie précieuse qui vous enveloppe maintenant de sa protection bienveillante. Nous allons voyager ensemble ce soir, traverser des continents et des siècles, suivre la trace d'un fil qui a changé le cours de l'histoire humaine. Mais ce voyage, chaque image, chaque scène que je vais déposer devant vos yeux fermés se développera lentement, comme une fleur de lotus qui s'ouvre au lever du jour, pétale après pétale, révélant progressivement la beauté qu'elle contient. Vous n'aurez rien à faire d'autre que de vous laisser porter par les mots, par les sensations, par cette douce torpeur qui gagne déjà vos membres. Sentez encore une fois ce contact entre votre corps et ce qui le soutient. Remarquez comme la gravité fait son œuvre, attirant chaque partie de vous vers le bas, vers la terre, vous ancrant dans le moment présent avec une force douce mais irrésistible. Vos pieds sont lourds, vos mollets sont détendus, vos cuisses s'abandonnent complètement, votre bassin s'enfonce dans le matelas ou le fauteuil qui vous porte, votre dos se déploie sur toute sa longueur. Chaque vertèbre, trouvant sa place idéale dans cet alignement parfait, qui ne demande aucun effort musculaire. Ce soir, nous allons découvrir ensemble comment un petit ver, un insecte insignifiant en apparence, est devenu le gardien du secret le plus jalousement protégé de l'histoire ancienne. Nous allons comprendre comment un fil produit dans l'obscurité d'un cocon a tissé des liens entre les civilisations, créé des routes à travers des déserts impitoyables, enrichi des empereurs et ruiné des royaumes. Mais surtout, nous allons ressentir la douceur incomparable de cette matière qui a fasciné l'humanité pendant plus de 5000 ans, cette caresse sur la peau qui évoque la tendresse même, cette légèreté qui défie les lois de la matière. Votre respiration continue son œuvre apaisante, et vous remarquez peut-être qu'elle est devenue encore plus lente, encore plus profonde, sans que vous ayez eu à y penser consciemment. C'est ainsi que fonctionne le corps, quand on lui permet enfin de suivre sa propre sagesse, quand on cesse de lui imposer le rythme effréné du quotidien. Laissez-vous aller maintenant, abandonnez-vous à cette histoire qui commence dans les brumes du temps, dans un empire lointain où la soie était plus précieuse que l'or, où celui qui dévoilait son secret risquait la mort, où les fils tissés par les vers à soie dessinaient le destin des nations. Dans la pénombre douce d'un palais impérial chinois, il y a de cela plus de 5000 années, une femme se tient debout près d'une fenêtre ouverte sur un jardin où les mûriers étendent leurs branches chargées de feuilles d'un vert profond et lustré. Cette femme, que la légende appellera plus tard l'impératrice Iso,
laisse son regard errer sur les arbres qu'elle connaît depuis son enfance, ces mûriers qui ont toujours fait partie du paysage de son existence, sans qu'elle leur prête une attention particulière. Mais aujourd'hui, en cette fin d'après-midi où le soleil déclinant transforme chaque feuille en une petite lampe émeraude, quelque chose va changer le cours de sa vie, et sans qu'elle le sache encore, le cours de l'histoire humaine tout entière. Elle tient dans sa main une tasse de thé, délicate et fine, dont la vapeur monte en spirale paresseuse vers le plafond peint de scènes célestes. La chaleur du liquide réchauffe ses paumes, et elle savoure ce moment de tranquillité, loin des obligations et des cérémonies qui rythment habituellement ses journées. Le parfum du thé se mêle aux senteurs qui viennent du jardin, où les fleurs de jasmin commencent à s'ouvrir pour la nuit, libérant leur fragrance enivrante dans l'air tiède. Tout est calme, tout est paisible, comme si le temps lui-même avait décidé de faire une pause, de suspendre son cours inexorable pour permettre à ce moment de s'étendre à l'infini. L'impératrice approche la tasse de ses lèvres, prête à boire, quand soudain un petit objet blanc tombe de l'une des branches du mûrier, qui surplombe sa fenêtre, traversant l'espace comme une étoile filante miniature pour atterrir avec un bruit imperceptible dans sa tasse. Elle fronce légèrement les sourcils, intriguée plutôt qu'irritée, et observe cette chose étrange qui flotte maintenant à la surface de son thé. C'est un cocon, blanc et ovale, de la taille d'une petite fève, et sa surface présente une texture curieuse, comme si elle était composée de milliers de fils entrecroisés avec une régularité presque surnaturelle. Le cocon commence à se défaire dans l'eau chaude du thé, et l'impératrice observe ce processus avec une fascination croissante. Un fil se détache, puis un autre, et encore un autre, formant bientôt un réseau délicat qui ondule doucement dans le liquide ambré. Elle pose la tasse sur le rebord de la fenêtre, et avec une délicatesse infinie, saisit l'extrémité de l'un de ses fils entre son pouce et son index. La sensation est extraordinaire, d'une finesse telle qu'elle peut à peine croire qu'elle tient quelque chose de tangible. Le fil est lisse, presque glissant, et pourtant il possède une résistance surprenante quand elle tire légèrement dessus, guidée par une intuition qu'elle ne peut expliquer. L'impératrice commence à dérouler le fil, lentement, précautionneusement, émerveillée de constater qu'il semble ne jamais finir. Mètre après mètre, le fil continue de se libérer du cocon, formant une petite mare brillante dans sa paume, et elle réalise qu'un seul de ces petits cocons contient une longueur de fil absolument extraordinaire. La texture du fil change légèrement au fur et à mesure qu'il sèche, devenant encore plus douce, encore plus soyeuse, si tant est que cela soit possible. C'est comme si elle tenait entre ses mains un rayon de lune solidifié, une essence de lumière transformée en matière. Le soleil continue de descendre vers l'horizon, projetant maintenant des ombres longues et douces à travers le jardin, et l'impératrice reste là, immobile, hypnotisée par sa découverte. Elle comprend instinctivement qu'elle vient de mettre la main sur quelque chose d'exceptionnel, un trésor que la nature a créé en secret, à l'abri des regards, dans l'intimité de ces petits cocons blancs qui pendent par dizaines, par centaines peut-être, aux branches des mûriers. Son esprit, vif et curieux, commence déjà à imaginer les possibilités, à entrevoir ce que l'on pourrait faire avec un tel fil, si fin et pourtant si résistant, si doux qu'il caresse la peau comme une brise de printemps. Les jours qui suivent cette découverte voient l'impératrice se transformer en observatrice passionnée du cycle de vie des vers à soie. Elle passe des heures dans le jardin, assise sur un banc de pierre moussue, à regarder les petites chenilles blanches se déplacer avec une lenteur hypnotique sur les feuilles de mûrier, mâchant méthodiquement cette nourriture qui semble être leur seule raison d'exister. Ces créatures, qui ne mesurent guère plus que la largeur d'un doigt, possèdent une beauté étrange dans leur simplicité absolue. Ces créatures, qui ne mesurent guère plus que la largeur d'un doigt, leur corps est d'un blanc laiteux, presque translucide dans la lumière du soleil, et on peut deviner à travers leur peau fine le mouvement constant de leurs organes internes, qui transforment les feuilles vertes en cette substance précieuse qui deviendra la soie. Elle observe comment les vers grandissent jour après jour, leur appétit semblant insatiable, dévorant feuille après feuille avec une détermination tranquille. Il y a quelque chose de méditatif dans ce spectacle, dans cette activité répétitive et constante qui se poursuit du lever au coucher du soleil.
Les vers ne se hâtent jamais, ne s'agitent jamais, ils suivent simplement le programme inscrit dans leur nature, ce destin qui les mène inexorablement vers le moment où ils cesseront de manger et commenceront leur transformation. L'impératrice trouve une paix profonde dans cette observation, comme si la patience infinie de ces petites créatures lui enseignait une leçon essentielle sur le rythme naturel de la vie, sur la beauté qui naît de la lenteur et de la répétition. Puis vient le jour où les vers, maintenant gonflés et repus, cessent de se nourrir. Ils deviennent agités, cherchant un endroit approprié pour commencer leur métamorphose. L'impératrice a préparé pour eux de petits cadres de bambou, et elle les observe se hisser péniblement jusqu'aux angles, leurs mouvements maintenant moins assurés, comme si le poids de leur transformation future les ralentissait déjà. Une fois en place, chaque vers commence à produire son fil, un fil qui sort de sa bouche en un flot continu, presque magique dans sa régularité. La tête du ver se balance d'un côté à l'autre, décrivant une figure en lui encore, et encore, des milliers de fois, tissant méthodiquement son cocon autour de lui. Le processus prend des heures, parfois des jours entiers, et l'impératrice ne se lasse jamais de le contempler. Il y a quelque chose d'hypnotique dans ce mouvement perpétuel, dans cette construction progressive d'une enveloppe protectrice qui finira par cacher complètement la créature à l'intérieur. Le fil qui sort du verre brille légèrement à la lumière, comme s'il contenait sa propre source de luminosité, et l'air dans le jardin semble rempli d'une tension délicate, comme si la nature elle-même retenait son souffle devant ce miracle de transformation. Peu à peu, le cocon prend forme, d'abord transparent et fragile, puis de plus en plus dense, de plus en plus opaque, jusqu'à devenir cette petite capsule blanche parfaite, lisse et ovale, qui protégera le ver pendant sa métamorphose en papillon. Mais l'impératrice a compris que pour obtenir le fil dans sa forme la plus pure, la plus longue, elle ne doit pas permettre au papillon d'émerger. Car lorsque le papillon brise son cocon pour s'échapper, il coupe le fil en de multiples segments courts, le rendant inutilisable pour le tissage qu'elle imagine déjà. C'est une décision difficile, qui lui pèse sur le cœur, mais elle sait que le sacrifice de ces créatures permettra la naissance de quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus durable. Elle apprend donc à plonger les cocons dans l'eau chaude, au moment précis où la transformation est complète, mais avant que le papillon n'ait la force de percer sa prison de soie. L'eau chaude adoucit la substance collante qui maintient les fils ensemble, permettant à l'impératrice et à ses servantes de trouver l'extrémité du fil et de commencer à le dérouler. C'est un travail qui demande une patience infinie, des doigts délicats et une attention constante, car le fil est si fin qu'il peut se rompre au moindre geste brusque. Mais une fois maîtrisée, cette technique révèle toute sa magie. Un seul cocon peut produire jusqu'à 1000 mètres de fil continu, un fil d'une finesse telle qu'il faut plusieurs de ces fils réunis pour obtenir quelque chose de suffisamment résistant pour être tissé. Les semaines se transforment en mois et les mois en années, tandis que l'impératrice perfectionne son art. Elle apprend à élever les vers à soie avec un soin méticuleux, à contrôler la température et l'humidité de l'air pour obtenir les meilleurs cocons, à sélectionner les feuilles de mûrier les plus tendres pour nourrir ces précieuses créatures. Elle découvre que la qualité de la soie dépend de 1000 facteurs subtils, que le moindre changement dans l'environnement des vers peut affecter la texture et la brillance du fil qu'ils produisent. C'est un savoir qui se transmet par l'expérience, par l'observation patiente, par ces erreurs innombrables, qui jalonnent le chemin vers la maîtrise. Et puis vient le jour où, pour la première fois, elle voit un tissu créé entièrement à partir de ces fils merveilleux. Les tisserands de la cour impériale ont travaillé pendant des mois sur leur métier de bois précieux, entrelaçant les fils de soie avec une précision qui confine à la perfection. Le résultat est si beau qu'il arrache des larmes d'émerveillement à tous ceux qui le contemplent. Le tissu semble presque vivant, captant la lumière et la renvoyant avec une intensité changeante selon l'angle du regard. Il est doux au toucher comme aucune matière connue jusqu'alors, glissant entre les doigts avec une fluidité qui évoque l'eau, le vent, tous ces éléments insaisissables qui ne peuvent être retenus mais seulement effleurés. L'empereur lui-même, quand il voit ce premier vêtement de soie pure, reste sans voix pendant de longues minutes. Il tend la main, touche le tissu, avec une révérence qu'il ne montre habituellement qu'envers les objets sacrés,
et comprend immédiatement que son empire vient d'acquérir un trésor sans prix. La soie devient alors un secret d'État, protégé par des lois impitoyables. Quiconque tenterait de faire sortir des vers à soie, des graines ou même des cocons hors des frontières de l'empire sera puni de mort. Les artisans qui travaillent la soie sont installés dans des quartiers spéciaux du palais, surveillés jour et nuit, leurs mouvements contrôlés, leur contact avec l'extérieur limité au strict minimum, mais malgré toutes ces précautions, la renommée de la soie chinoise se répand comme un incendie dans les steppes, traversant les déserts et les montagnes pour atteindre les oreilles des marchands et des princes de contrées lointaines. On raconte dans les bazars de Babylone et les ports de la Méditerranée qu'il existe, quelque part à l'est, au-delà des terres connues, un tissu si beau qu'il semble tissé par les dieux eux-mêmes, si léger qu'il flotte comme un nuage, si précieux qu'il vaut son pesant d'or. Et ainsi commence l'histoire de la route de la soie, cette artère vitale qui reliera, pendant des siècles, l'Orient et l'Occident, charriant avec les caravanes non seulement des marchandises mais aussi des idées, des religions, des techniques, transformant le visage du monde connu. Le désert de Gobi s'étend à perte de vue, ses dunes ondulant sous le vent comme les vagues d'un océan pétrifié. La chaleur du jour a cédé la place à une fraîcheur surprenante, car dans ces étendues arides, les nuits peuvent être aussi glaciales que les journées sont torrides. Une caravane avance lentement à travers ce paysage désolé, ces chameaux de Bactriane marchant d'un pas régulier et patient, leurs deux bosses se balançant au rythme de leur foulée. Ces animaux extraordinaires, parfaitement adaptés à la vie dans les déserts les plus inhospitaliers, portent sur leur dos des ballots soigneusement emballés dans des tissus épais et cirés pour les protéger du sable omniprésent et de l'humidité rare, mais dévastatrice des orages occasionnels. Dans certains de ces ballots, enveloppés dans de multiples couches de protection, se trouvent des pièces de soie d'une qualité exceptionnelle. Chaque rouleau représente des mois de travail, depuis l'élevage des vers jusqu'au tissage final, et leur valeur est si considérable que les marchands qui les transportent ont engagé des gardes armés pour protéger leurs précieuses cargaisons. Ces hommes, durs et vigilants, scrutent constamment l'horizon à la recherche de tout signe de danger, car les routes commerciales sont régulièrement visitées par des bandits qui n'hésitent pas à tuer pour s'emparer de telles richesses. Le chef de la caravane, un homme dont le visage tanné par le soleil et le vent porte les marques de dizaines de voyages similaires, observe le ciel avec attention. Il connaît chaque étoile, chaque constellation, et peut naviguer à travers le désert avec une précision que les marins réservent habituellement aux océans. La nuit est claire, la lune presque pleine projette sur les dunes une lumière argentée qui transforme le paysage en un tableau fantastique, presque irréel. Le sable lui-même semble briller faiblement, comme s'il contenait des millions de minuscules diamants, et le silence est si profond qu'on peut entendre le crissement des grains sous les sabots des chameaux à des dizaines de mètres. Ils marchent depuis l'aube, ne s'arrêtant que brièvement aux heures les plus chaudes de l'après-midi pour permettre aux animaux de se reposer et aux hommes de boire un peu d'eau tiède de leurs outres en peau de chèvre. L'eau est précieuse ici, plus précieuse encore que la soie parfois, car sans elle, même les trésors les plus fabuleux ne valent rien pour des hommes mourant de soif. Chaque oasis connu est un point de repère vital, un havre de verdure miraculeux au milieu du néant sablonneux, et les caravanes planifient leurs itinéraires en fonction de ces îlots de vie, calculant précisément combien de jours ils peuvent survivre entre deux points d'eau. Au loin, presque invisible dans l'obscurité, se dessine la silhouette d'une ville fortifiée, Samarcande, la perle de la route de la soie, la cité où se rencontrent les cultures, où les langues se mêlent dans un brouhaha coloré et vivant, où les marchands de tous les coins du monde connu viennent échanger leurs marchandises dans un ballet commercial qui ne s'arrête jamais. Les murs de la ville, hauts et imposants, sont construits en briques de terre cuite qui prennent à la lumière du jour une teinte dorée magnifique, mais qui apparaissent maintenant comme des masses sombres se découpant contre le ciel étoilé. La caravane accélère légèrement le pas, car tous sentent l'excitation qui précède l'arrivée après de longues semaines de voyage. Les chameaux eux-mêmes semblent comprendre que le repos approche, et leurs grognements habituels deviennent plus fréquents, comme s'ils exprimaient leur impatience de se débarrasser de leur charge et de profiter enfin de l'eau fraîche et du fourrage abondant qui les attendent dans les caravansérails de la ville. Les hommes échangent quelques mots à voix basse, parlant de bains chauds,
de repas copieux, de lits confortables, tous ces luxes qui semblent si lointains quand on traverse le désert, mais qui redeviennent soudain très tangibles quand les portes de la ville sont en vue. Les portes s'ouvrent à leur approche, gardées par des soldats qui reconnaissent le chef de caravane et le saluent avec respect. Ce marchand est connu ici. Il a fait ce voyage des dizaines de fois, apportant chaque fois des merveilles de l'Orient que les habitants de Samarcande n'ont jamais vues ailleurs. La caravane pénètre dans la ville encore endormie, ses ruelles étroites résonnant du bruit des sabots et des grincements du cuir. Les maisons, construites autour de cours intérieures fraîches et ombragées, semblent repliées sur elles-mêmes, leurs fenêtres fermées, leurs habitants encore plongés dans le sommeil. Le caravansérail où la caravane s'installe est un bâtiment massif organisé autour d'une vaste cour centrale. Au rez-de-chaussée, les arcades abritent les animaux et les marchandises, tandis qu'à l'étage, des chambres simples mais propres accueillent les voyageurs. L'eau d'une fontaine centrale coule avec un murmure apaisant, et les chameaux se précipitent vers les abreuvoirs avec un enthousiasme qu'ils ne montrent jamais dans le désert. Les marchands commencent à décharger leurs ballots, vérifiant que rien n'a été endommagé pendant le voyage, comptant et recomptant leurs précieux rouleaux de soie. Quand l'aube commence à éclaircir le ciel à l'est, transformant progressivement les ténèbres en nuances de gris puis de rose, Samarcande s'éveille dans une explosion de couleurs, de sons et d'odeurs. Le marché principal, le bazar qui s'étend sur des dizaines de ruelles couvertes, commence à s'animer. Les marchands installent leurs étals, déroulant des tapis, suspendant des vêtements, disposant des épices dans des pyramides parfaites, qui semblent défier les lois de la gravité. L'air se remplit progressivement du parfum enivrant du safran, de la cannelle, du poivre, du musc. Toutes ces senteurs exotiques qui se mêlent pour créer un bouquet olfactif unique, impossible à reproduire ailleurs. Le marchand de soie, reposé après quelques heures de sommeil profond, se rend au secteur du bazar réservé aux tissus de luxe. C'est une section spéciale, gardée et protégée, où seuls les commerçants les plus établis ont le droit d'opérer. Il déroule lentement ses pièces de soie et immédiatement, une foule de connaisseurs se presse autour de lui. Les doigts experts palpent le tissu, évaluant sa qualité, sa finesse, les yeux scrutent les couleurs, car certaines de ces soies ont été teintes avec des pigments rares et coûteux, des rouges écarlates obtenus à partir de cochenilles, des bleus profonds extraits de l'indigo, des jaunes lumineux tirés du safran. Les négociations commencent, lentes et ritualisées comme une danse ancestrale. Personne ne paye jamais le prix initial demandé. Ce serait une insulte à l'intelligence de tous les participants. Les marchands boivent du thé ensemble, discutent de tout et de rien, de la santé de leur famille, des conditions météorologiques, de la politique régionale, et seulement après ces préliminaires interminables, ils reviennent au sujet principal. Les prix sont débattus pendant des heures, chaque partie avançant ses arguments, avec une rhétorique élaborée, citant des précédents, invoquant les dieux du commerce, jurant sur l'honneur de leurs ancêtres qu'ils ne peuvent absolument pas accepter ou offrir un tel montant. Mais finalement, comme toujours, un accord est trouvé. Les mains se serrent, les témoins confirment la transaction, et les pièces de soie changent de propriétaire. Certaines resteront à Samarcande, où elles seront transformées en vêtements pour les nobles locaux ou en tentures pour décorer les palais. D'autres continueront leur voyage vers l'ouest, transportés par de nouvelles caravanes, qui traverseront les montagnes du Pamir, puis les plateaux de Perse, avant d'atteindre finalement les ports de la Méditerranée, où des navires les transporteront vers Rome, Athènes, Alexandrie, ces métropoles du monde antique où la soie est encore plus précieuse qu'à Samarcande, où un vêtement de soie pure marque son porteur comme appartenant à l'élite absolue de la société. Dans l'atelier d'un tisserand local, un homme aux cheveux grisonnants travaille sur un métier à tisser complexe qui occupe presque toute la pièce. Il a reçu une commande spéciale d'un prince régional qui désire offrir à sa nouvelle épouse un manteau de soie brodé de motifs représentant le jardin du paradis, tel que décrit dans les textes sacrés. C'est une tâche qui prendra des mois, peut-être une année entière, mais le tisserand est un maître de son art, et il sait qu'il peut créer quelque chose d'extraordinaire si on lui donne le temps et les matériaux nécessaires. Ses doigts, déformés par des décennies de travail, répétitif, mais incroyablement habile, manient la navette avec une précision hypnotique. Le fil de soie glisse entre les fils de chêne,
créant progressivement un motif d'une complexité époustouflante. Chaque couleur doit être ajoutée au moment exact, chaque fil doit être tendu avec la force précise, ni trop ni trop peu. Un seul fil mal placé peut ruiner des heures de travail, et le tisserand doit maintenir une concentration absolue pendant toute la durée de son labeur. La lumière du jour pénètre par une fenêtre haute, projetant un rayon oblique qui illumine le métier à tisser et fait briller les fils de soie comme des cordes de lumière. Le tisserand travaille dans un silence presque complet, interrompu seulement par le claquement rythmique du métier et le sifflement doux du fil qui glisse entre les tiges. C'est un son apaisant, méditatif, qui crée une sorte de transe dans laquelle le temps semble s'écouler différemment. Les heures passent sans qu'il s'en rende compte, et c'est seulement quand la lumière commence à décliner qu'il réalise qu'une journée entière s'est écoulée. Il recule légèrement pour examiner son travail, plissant les yeux pour mieux voir les détails. Le motif commence à émerger, des fleurs stylisées entrelacées, avec des vignes, des oiseaux au plumage élaboré perchés sur des branches, des fontaines d'où jaillit une eau symbolisée par des fils d'argent véritables tissés dans la soie. C'est magnifique, même à ce stade incomplet, et le tissant ressent cette satisfaction profonde que seule la création d'un objet de beauté peut procurer. Il sait que ce manteau sera porté pendant des générations, passant de mère en fille, devenant un héritage familial précieux, et cette pensée donne encore plus de signification à chaque geste qu'il fait. La nuit tombe complètement sur Samarcande, et la ville se transforme une fois de plus. Les marchés se vident progressivement, les étals sont fermés, les marchandises sont rangées en sécurité. Mais la vie ne s'arrête pas pour autant. Les caravansérails s'animant d'une énergie différente, les voyageurs se rassemblent autour de feux dans les cours, partageant des repas et des histoires. Les récits de voyage se mêlent aux légendes ancestrales. Les expériences personnelles se transforment en épopées, et la soie, toujours la soie, est au centre de nombreuses conversations. À des milliers de kilomètres de Samarcande, au-delà des mers et des montagnes, dans un atelier de Lyon qui sent la laine humide et les teintures chimiques, un homme étudie un échantillon de soie avec une intensité qui confine à l'obsession. Nous sommes maintenant au XVe siècle, et la soie n'est plus un mystère complet pour l'Europe, bien que sa fabrication reste largement concentrée en Orient. Mais Lyon, cette ville industrieuse nichée au confluent du Rhône et de la Saône, a décidé de devenir un centre majeur du tissage de la soie, et pour cela, elle a besoin de comprendre tous les secrets de ce fil miraculeux. L'homme s'appelle Jean, il est maître tisserand, et il a consacré toute sa vie à perfectionner son art. Ses mains portent les cicatrices de milliers de coupures minuscules, causées par les fils tendus, ses yeux sont fatigués d'avoir scruté pendant des décennies les détails les plus infimes des tissages, mais son esprit reste vif et curieux. Il a vu des échantillons de soie venant de toutes les parties du monde connues, de la Chine bien sûr, mais aussi de Perse, d'Inde, de Byzance, chacun avec ses caractéristiques propres, ses qualités uniques qui témoignent des traditions locales de sériculture et de tissage. L'échantillon qu'il examine aujourd'hui provient d'Italie, de la région de Côme, où les producteurs de soie ont réussi à créer un tissu d'une légèreté presque surnaturelle. Il le tient devant la fenêtre, observant comment la lumière le traverse, créant des ombres douces et des zones de brillance changeantes. La texture est incroyablement fine, chaque fil individuel à peine visible même, il calcule mentalement combien de fils par centimètre compose cette trame, essayant de déterminer la tension utilisée pendant le tissage, imaginant le métier qui a été nécessaire pour créer quelque chose d'aussi délicat. Son atelier occupe le rez-de-chaussée d'une maison à colombage typique de Lyon. L'espace est grand, avec des plafonds hauts qui permettent d'installer les métiers à tisser les plus imposants, ceux qui peuvent créer des pièces de plusieurs mètres de large. La lumière entre par de grandes fenêtres que Jean maintient scrupuleusement propres, car la moindre saleté sur le verre pourrait altérer sa perception des couleurs, conduisant à des erreurs qui ne deviendraient apparentes que trop tard, quand le tissu serait déjà vendu et livré aux clients. Les murs sont couverts d'étagères, où s'entassent des bobines de fils de toutes les couleurs imaginables, créant un arc-en-ciel tridimensionnel qui ne cesse jamais d'émerveiller les visiteurs. Jean travaille rarement seul. Plusieurs apprentis l'assistent.
Jeunes hommes et parfois jeunes femmes aux doigts agiles qui apprennent lentement les milliers de techniques nécessaires pour devenir de véritables artisans de la soie. L'apprentissage dure des années, parfois une décennie entière, car il ne suffit pas d'apprendre à faire passer la navette entre les fils, il faut développer un sens quasi instinctif de la tension, de la couleur, du rythme. Les meilleurs tisserands peuvent travailler les yeux fermés, leurs doigts connaissant si bien chaque mouvement qu'ils n'ont plus besoin de regarder, se fiant uniquement au toucher et au son pour savoir si le tissu se forme correctement. Ce matin, Jean a décidé d'enseigner à ses apprentis une technique particulièrement complexe, le tissage de motifs en relief qui crée sur la soie des zones de texture différentes, certaines lisses et brillantes, d'autres mates et légèrement rugueuses. Cette combinaison permet de créer des images qui changent selon l'angle de la lumière, des scènes qui semblent s'animer quand on se déplace autour du tissu. C'est un art difficile qui demande une coordination parfaite entre plusieurs tisserands travaillant simultanément sur le même métier, chacun responsable d'une partie spécifique du motif. Il commence par expliquer la théorie, dessinant sur une ardoise les schémas qui montrent comment les fils doivent s'entrelacer pour créer l'effet désiré. Ses apprentis écoutent avec une attention soutenue, prenant des notes mentales, posant parfois des questions que Jean répond avec patience, se souvenant de sa propre formation, des difficultés qu'il a rencontrées, des moments de frustration quand ses doigts refusaient de faire ce que son esprit comprenait déjà. L'enseignement de la soie, comme sa fabrication, ne peut se faire dans la précipitation. Chaque compétence doit être acquise lentement, solidement, construite sur des fondations inébranlables de pratiques répétées, puis vient le moment pratique. Les apprentis prennent place autour du métier, chacun recevant ses instructions spécifiques. Jean compte à voix haute pour synchroniser leurs mouvements, et le travail commence. Au début, c'est chaotique, les navettes se heurtent, les fils se croisent au mauvais endroit, le motif qui devrait émerger reste confus et désordonné. Mais Jean ne se décourage pas, et ses apprentis non plus. Ils défont le travail imparfait, recommencent encore et encore, jusqu'à ce que progressivement, presque miraculeusement, leurs mouvements se coordonnent, trouvent un rythme commun. Le tissu commence à prendre forme, et c'est un moment magique. Le motif émerge lentement de ce qui semblait n'être qu'un chaos de fils colorés, révélant une fleur de lis stylisée, symbole de la royauté française, tissée avec une précision telle qu'elle semble presque sculptée plutôt que tissée. Les parties en relief captent la lumière différemment, créant des ombres subtiles qui donnent une profondeur étonnante au motif plat. Jean observe avec satisfaction, hochant la tête avec approbation. C'est bon, pas parfait encore, mais bon. Et avec la pratique, ses apprentis atteindront un jour le niveau de maîtrise auquel il aspire pour eux. L'après-midi avance, et l'atelier baigne dans une lumière dorée qui entre par les fenêtres ouest. Jean décide qu'il est temps de faire une pause, et il envoie ses apprentis chercher du pain et du fromage chez le boulanger du coin. Pendant qu'ils sont partis, il reste seul dans l'atelier. Savourant ce moment de calme, il se promène lentement entre les métiers à tisser, touchant les fils avec affection, admirant les pièces en cours de réalisation. Chacune représente des centaines d'heures de travail, des milliers de décisions minutieuses sur les couleurs, les motifs, les textures. Il s'arrête devant une pièce particulière, un tableau tissé en soie représentant une scène de la vie de saint François d'Assise. C'est une commande d'un riche marchand qui veut l'offrir à l'église locale en remerciement pour avoir survécu à une maladie grave. Jean a passé 6 mois sur cette pièce, et elle est presque terminée maintenant. Les détails sont stupéfiants. Chaque pli de la robe du saint est rendu avec une précision photographique. Chaque expression sur les visages des personnages secondaires communique une émotion spécifique. Les couleurs sont riches mais harmonieuses. Des bruns terreux pour le paysage, des bleus célestes pour le ciel, des rouges profonds pour les vêtements liturgiques. Mais ce qui rend cette pièce vraiment exceptionnelle, c'est la façon dont Jean a utilisé différentes techniques de tissage pour créer des effets de lumière. Le halo autour de la tête du saint semble véritablement lumineux, tissé avec des fils de soie blanche et dorée dans un motif qui diffracte la lumière de façon à créer l'illusion d'une source de luminosité interne. Les ombres sous les arbres sont rendues avec des fils plus sombres tissés plus serrés, créant des zones de densité qui absorbent la lumière. C'est un chef-d'œuvre, Jean le sait, probablement le meilleur travail qu'il ait jamais produit.
Ses apprentis reviennent avec la nourriture, et ils mangent ensemble dans un coin de l'atelier, assis sur des tabourets de bois usés par des décennies d'utilisation. La conversation est détendue, portant sur des sujets quotidiens, les nouvelles de la ville, les potins du quartier, les plans pour le prochain jour de congé. Mais même pendant ces moments de repos, les yeux de Jean et de ses apprentis reviennent constamment vers les métiers à tisser, vers ces créations en devenir qui dominent leur existence et donnent un sens à leur journée. Le soir tombe, et avec lui vient le moment de ranger l'atelier. Les métiers à tisser sont couverts de draps de lin pour les protéger de la poussière nocturne. Les fenêtres sont fermées et verrouillées. Les bobines de fil sont soigneusement rangées selon leur couleur et leur qualité. Jean fait une dernière inspection, s'assurant que tout est en ordre, que rien n'a été laissé qui pourrait attirer les souris ou les insectes. La soie est une matière organique, et elle doit être protégée avec vigilance contre toutes les menaces qui pourraient l'endommager. Il monte finalement à l'étage où se trouve son logement, une série de pièces modestes, mais confortables qu'il partage avec sa femme et leurs 3 enfants. Sa femme a préparé un ragoût qui mijote sur le feu, remplissant l'air d'une odeur appétissante de viande et de légumes. Ils dînent ensemble, parlant de leur journée, des progrès des enfants à l'école, des plans pour l'avenir. Mais même ici, loin de son atelier, Jean ne peut s'empêcher de penser à la soie, aux commandes en attente, aux nouvelles techniques qu'il veut essayer, aux motifs qu'il imagine dans son esprit et qu'il a hâte de transformer en réalité tissée. Dans une chambre sombre aux volets clos, à Paris, au début du XIXe siècle, une femme se tient debout devant un miroir en pied, admirant sa réflexion dans la faible lumière d'une chandelle. Elle porte une robe de soie, la première qu'elle possède, un cadeau extraordinairement généreux de son époux pour célébrer leur 10e anniversaire de mariage. La soie est d'un bleu profond, presque noir dans cette lumière tamisée, mais quand elle bouge, le tissu capte les reflets de la flamme et semble s'illuminer de l'intérieur, révélant des nuances de cobalt et d'azur qui évoquent le ciel au crépuscule. Elle passe sa main sur le tissu, encore et encore, fascinée par sa douceur. C'est comme toucher un nuage, comme caresser la surface d'un lac parfaitement calme, par une matinée sans vent. Le tissu glisse sous ses doigts, avec une facilité qui défie presque la compréhension, et elle se demande comment quelque chose peut être à la fois si tangible et si évanescent. La robe a été confectionnée par la meilleure couturière de Paris, une femme dont les doigts magiques peuvent transformer même le tissu le plus ordinaire en quelque chose de spécial. Et avec un matériau aussi noble que cette soie, elle a créé un véritable chef-d'œuvre. La coupe de la robe suit les lignes naturelles du corps, avec une précision qui semble presque surnaturelle. Pas un pli inutile, pas une couture visible qui ne soit parfaitement alignée, pas un bouton qui ne soit cousu exactement au bon endroit. Le corsage s'ajuste parfaitement à la taille, puis la jupe descend en cascade douce jusqu'au sol, créant l'illusion que celle qui la porte flotte légèrement au-dessus du plancher plutôt que de marcher dessus. Les manches sont longues et étroites, se terminant par de délicats poignets ornés de minuscules boutons de nacre qui attrapent la lumière et brillent comme des perles. Mais ce qui rend cette robe vraiment spéciale, ce n'est pas seulement sa beauté visible, c'est aussi la façon dont elle fait sentir celle qui la porte. La soie a une qualité presque vivante, elle réagit à chaque mouvement, épousant le corps puis s'en détachant dans un mouvement fluide qui crée l'impression d'une danse perpétuelle entre le tissu et la chair. Quand la femme lève son bras, la manche glisse le long de sa peau avec une caresse si douce qu'elle en frissonne. Quand elle se tourne, la jupe tourbillonne autour de ses jambes, créant des motifs éphémères de lumière et d'ombre. Elle se souvient de la première fois qu'elle a vu de la soie, enfant, dans la vitrine d'un magasin élégant du quartier chic de la ville. Elle était avec sa mère, qui travaillait comme blanchisseuse pour les familles riches du quartier, et elles étaient en train de livrer une commande quand elles étaient passées devant ce magasin. La petite fille qu'elle était alors avait pressé son nez contre la vitre, les yeux écarquillés devant ses robes magnifiques, ses châles brodés, ses rubans qui semblaient tissés à partir de rayons de soleil. Sa mère l'avait tirée doucement par la main, lui expliquant que de telles choses n'étaient pas pour des gens comme eux, qu'il fallait se contenter de les admirer de loin. Mais cette petite fille avait rêvé, et maintenant, des décennies plus tard, ce rêve s'était matérialisé dans cette robe qu'elle porte. Son mari, un commerçant prospère, a économisé pendant des années pour pouvoir lui offrir ce cadeau.
sachant combien cela signifierait pour elle. Il l'a vue pleurer quand elle a ouvert la boîte et découvert la robe soigneusement pliée dans du papier de soie, ses larmes de joie mouillant le tissu précieux avant qu'elle ne puisse les retenir. C'était plus qu'un simple vêtement. C'était la preuve tangible que les rêves peuvent se réaliser, que la beauté et l'élégance ne sont pas réservées exclusivement à ceux qui naissent dans le privilège. Elle porte la robe, maintenant pour la première fois, se préparant pour un dîner important où son mari va rencontrer des associés potentiels. C'est une occasion qui pourrait changer leur vie, ouvrir de nouvelles opportunités commerciales, élever leur statut social. Et elle sait que son apparence jouera un rôle dans ces négociations, que la façon dont elle se présente reflétera sur son mari et son sens des affaires. La soie lui donne une confiance qu'elle n'aurait jamais pu obtenir autrement. Elle se sent transformée, comme si le simple fait de porter ce tissu noble l'élevait au-dessus de ses origines modestes. Sa servante entre dans la chambre, portant une boîte contenant des bijoux que son mari a également loués pour l'occasion. Des perles pour son cou, des boucles d'oreilles en diamant pour ses oreilles, un bracelet en or pour son poignet. La servante l'aide à les mettre, et chaque pièce complète la transformation. Mais même avec tous ces bijoux précieux, c'est la robe de soie qui domine, qui attire le regard, qui fait que quiconque la voit ne peut détacher ses yeux d'elle. Les bijoux sont beaux, certes, mais ils sont froids et durs, tandis que la soie possède une chaleur, une vie qui les surpasse. La servante ajuste ensuite sa coiffure, arrangeant ses cheveux, en une élaboration complexe de boucles et de tresses qui étaient à la mode cette saison-là. Elle utilise des épingles ornées de petites perles pour maintenir tout en place, créant une structure qui semble tenir par magie plutôt que par des moyens mécaniques. Un peu de poudre de riz pour adoucir le teint, un soupçon de rouge sur les lèvres et les joues, et la transformation est complète. La femme qui regarde maintenant dans le miroir est presque méconnaissable par rapport à celle qui y regardait une heure plus tôt. Son mari entre dans la chambre, élégant dans son costume noir, avec une cravate de soie blanche, et il s'arrête net en la voyant. Pendant un long moment, il ne dit rien, se contentant de la regarder avec une admiration non dissimulée. Puis, lentement, il s'approche et lui tend la main. Elle la prend, et ensemble ils descendent les escaliers vers la voiture qui attend dans la rue. C'est une calèche privée, louée spécialement pour l'occasion, avec un cocher en livrée et des chevaux dont le pelage a été brossé jusqu'à briller. Le trajet à travers Paris se fait dans un silence contemplatif. Il regarde par les fenêtres de la calèche, observant la ville qui s'illumine progressivement avec les lampadaires à gaz nouvellement installés. Les rues sont pleines de vie, de gens qui se promènent, de vendeurs qui crient leurs marchandises, de musiciens qui jouent au coin des rues. Mais à l'intérieur de la calèche, c'est un petit monde à part, isolé et protégé, où le temps semble s'écouler différemment. Ils arrivent finalement devant un hôtel particulier élégant, ses fenêtres brillamment éclairées, ses portes ouvertes pour accueillir les invités. Un majordome en uniforme les aide à descendre de la calèche, et ils entrent dans un vestibule magnifique décoré de marbre et d'or. D'autres invités sont déjà là, tous habillés, avec une élégance similaire, les hommes en costumes sombres, les femmes dans des robes de couleurs variées. Mais même dans cette assemblée distinguée, la robe de soie bleue attire les regards, et la femme sent tous les yeux se tourner vers elle quand elle entre. Le dîner est servi dans une salle à manger somptueuse, avec une table qui peut accueillir 20 personnes, couverte d'une nappe de lin blanc immaculé, et décorée de candélabres d'argent et de bouquets de fleurs fraîches. La conversation est animée, portant sur la politique, les affaires, les derniers développements culturels de la ville. La femme participe avec élégance, sa confiance renforcée par sa robe lui permettant de tenir tête, même aux invités les plus intimidants. À la fin de la soirée, quand il monte à nouveau dans la calèche pour rentrer chez eux, son mari lui prend la main et la serre doucement. Il ne dit rien, mais elle comprend ce qu'il communique. La soirée a été un succès, les connexions ont été faites, les opportunités ont été créées, et elle sait qu'une partie significative de ce succès est due à l'impression qu'elle a faite, à la dignité et l'élégance qu'elle a projetée, rendue possible par cette robe de soie qui la transformait en quelqu'un que même elle reconnaissait à peine. Dans l'obscurité d'une chambre silencieuse, vous vous sentez maintenant enveloppé par le souvenir de tous ces fils, de toutes ces histoires qui se sont tissées à travers les siècles. La soie a voyagé du palais impérial chinois jusqu'à votre propre époque,
traversant des déserts, franchissant des montagnes, portés par des caravanes et des navires, tissés par des mains innombrables dans des ateliers dispersés à travers le monde entier. Imaginez maintenant que vous êtes vous-même enveloppé dans de la soie pure, ce tissu légendaire qui a fasciné l'humanité pendant des millénaires. Sentez comment il touche votre peau avec une douceur qui semble presque irréelle, comme si vous étiez caressé par une brise tiède, plutôt que par un tissu matériel. Cette soie qui vous entoure porte en elle toute l'histoire que nous avons explorée ensemble. Chaque fil contient les échos de toutes les mains qui l'ont touché, de tous les métiers qui l'ont tissé, de tous les voyages qu'il a effectués. Votre respiration est devenue si lente et si profonde que vous pouvez à peine l'apercevoir. Chaque inspiration soulève légèrement la soie qui repose sur votre poitrine, et chaque expiration la laisse redescendre avec une délicatesse infinie. Le rythme de votre souffle s'harmonise avec le rythme millénaire de la production de la soie, avec le mouvement patient des vers qui tissent leur cocon, avec le va-et-vient hypnotique des navettes sur les métiers à tisser, avec le balancement régulier des caravanes, traversant les déserts sous les étoiles éternelles. La soie vous protège maintenant, créant une barrière douce entre vous et le monde extérieur, entre votre conscience et les préoccupations du quotidien. Elle vous isole dans un cocon de tranquillité, exactement comme les vers à soie s'isolent dans leur cocon pour leur transformation. Mais contrairement aux vers, vous n'êtes pas en train de vous transformer en quelque chose de différent. Vous êtes simplement en train de vous permettre de devenir vous-même dans votre état le plus paisible, le plus détendu, le plus naturel. Les images que nous avons explorées ensemble commencent à se fondre les unes dans les autres, créant un tableau onirique où l'impératrice chinoise boit son thé dans le jardin de Samarcande, où les tisserands de Lyon travaillent sur leur métier sous le regard des statues de l'île de Pâques, où les caravanes de chameaux traversent les rues de Paris au XIXe siècle. Le temps et l'espace perdent leur rigidité habituelle, deviennent aussi fluides que la soie elle-même, se pliant et se repliant dans des configurations nouvelles et impossibles. Vous flottez maintenant dans cet espace liminal entre l'éveil et le sommeil, ce territoire étrange où les rêves commencent à s'infiltrer dans la réalité perçue, où les frontières entre l'imagination et l'expérience deviennent poreuses et incertaines. C'est un lieu agréable, sans danger, où vous pouvez vous permettre de lâcher prise complètement, de ne plus vous accrocher à la nécessité d'être vigilant, d'être alerte, d'être en contrôle. La soie qui vous enveloppe semble maintenant palpiter doucement au rythme de votre cœur, comme si elle était devenue une extension de votre propre corps, une seconde peau plus douce et plus parfaite que celle avec laquelle vous êtes né. Elle respire avec vous, se détend avec vous, s'enfonce avec vous dans ce repos profond qui vous attend. Les couleurs de la soie, même dans l'obscurité de vos paupières closes, continuent de danser doucement. Des bleus qui évoquent le ciel infini, des rouges qui rappellent le feu mourant dans un foyer, des blancs qui suggèrent la neige fraîchement tombée sur un paysage endormi. Chaque fibre de votre être se relâche maintenant, abandonnant les dernières tensions qui pourraient encore subsister quelque part dans les profondeurs de vos muscles, dans les recoins de votre esprit. Votre mâchoire devient molle, vos épaules s'affaissent complètement, vos mains s'ouvrent doucement, relâchant tout ce qu'elles pourraient encore tenir symboliquement. Vous devenez aussi souple que la soie elle-même, aussi fluide, aussi capable de suivre les contours de l'espace qui vous accueille, sans résistance, sans rigidité. Les sons du monde extérieur, s'il en reste encore quelques-uns qui parviennent jusqu'à votre conscience, sont maintenant filtrés à travers des couches et des couches de soie, arrivant à vos oreilles, tellement assoupis qu'ils ne sont plus que des murmures lointains, des échos d'une réalité qui ne vous concerne plus pour le moment. Vous êtes dans votre propre cocon, protégé et isolé, exactement comme il se doit, exactement comme c'est parfait pour permettre le repos le plus profond et le plus réparateur. Imaginez maintenant que vous êtes un fil de soie vous-même, un fil unique parmi les milliards qui ont été produits au cours de l'histoire humaine. Vous faites partie d'un tissu immense qui s'étend à travers le temps et l'espace, connectant toutes les histoires que nous avons explorées, tous les lieux que nous avons visités, toutes les personnes dont nous avons partagé l'existence pendant ces quelques instants. Vous êtes tissé dans ce grand récit, votre propre fil ajoutant sa couleur unique, sa texture particulière au motif global, et comme un fil de soie dans un tissu précieux, vous êtes exactement là où vous devez être, faisant exactement ce que vous devez faire. Pas besoin de vous débattre,
Pas besoin de chercher à être ailleurs, à être autrement. Vous êtes parfait dans votre état actuel, dans ce moment présent de repos et de relâchement. La soie ne se bat jamais contre le métier à tisser. Elle se laisse guider. Elle accepte sa place dans le motif qui émerge, et vous pouvez faire de même, vous abandonnant au processus naturel qui vous mène vers le sommeil. Votre corps entier est maintenant si détendu qu'il semble presque avoir disparu, se fondant dans la surface qui le supporte, devenant indistinct de l'espace qui l'entoure. C'est une sensation merveilleuse, cette dissolution progressive des frontières, ce sentiment que vous êtes en train de vous répandre doucement comme un liquide, prenant la forme de ce qui vous contient sans effort, sans volonté propre. Les dernières pensées qui pourraient encore flotter dans votre esprit sont maintenant aussi légères que des fils de soie portés par le vent, s'éloignant progressivement, s'estompant dans une brume douce qui envahit lentement tous les recoins de votre conscience. Vous n'avez plus besoin de ces pensées, plus besoin de réfléchir, de planifier, d'analyser. Tout cela peut attendre demain, ou après-demain, ou n'importe quand dans un futur qui n'a aucune importance maintenant. Ce qui importe, c'est ce moment présent de paix absolue, cette sensation d'être enveloppé dans la soie la plus douce, la plus précieuse, celle qui a été tissée spécialement pour vous, par toutes les mains habiles qui ont travaillé ce matériau merveilleux au cours des millénaires. Cette soie porte en elle les bénédictions de l'impératrice chinoise qui a découvert le secret, la sagesse des marchands qui l'ont transportée à travers les déserts, la maîtrise des tisserands qui l'ont transformée en beauté, et maintenant, elle vous offre tout cela sous forme de repos, de calme, de sérénité profonde. Laissez-vous aller complètement maintenant, abandonnez-vous au sommeil qui vous attend avec des bras doux comme la soie. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à accomplir, plus rien à être sauf vous-même dans votre état le plus paisible. La soie vous berce, vous protège, vous guide doucement vers les rêves qui attendent juste de l'autre côté de cette frontière mince, comme un fil entre l'éveil et le sommeil. Et tandis que vous glissez dans ce sommeil réparateur, vous emportez avec vous toutes les images de beauté que nous avons partagées, tous ces moments de contemplation tranquille, toutes ces scènes de création patiente et de voyage lent. Elles deviendront partie de vos rêves, se mélangeant avec vos propres souvenirs et imaginations pour créer des tapisseries oniriques uniques, tissées uniquement pour vous, dans les métiers invisibles de votre subconscient. Dormez maintenant, profondément et paisiblement, enveloppé dans la soie des siècles, protégé par la douceur de ce tissu miraculeux qui a traversé toute l'histoire humaine pour arriver jusqu'à vous ce soir. Dormez, et que vos rêves soient aussi doux que la soie, aussi colorés que les teintures les plus précieuses, aussi durables que les fils qui peuvent traverser les millénaires sans perdre leur beauté. La nuit vous accueille maintenant, douce et silencieuse comme un atelier de tisserand après la fin de la journée de travail, quand tous les métiers sont au repos et que seul le parfum délicat de la soie flotte encore dans l'air. Abandonnez-vous à cette nuit, laissez-la vous tisser dans ses propres motifs de repos et de régénération, et maintenant dormez, simplement, doucement, profondément, comme enveloppé dans la soie la plus fine que le monde ait jamais connue.